on commence, ben on commence maintenant. Du coup, une application mobile, pourquoi ça coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher dans une application? Pourquoi ça coûte cher? Voilà, faites attention aux yeux, ça pique un peu. Oui, désolé, hein, quand un développeur fait une présentation, bon, ça donne pas toujours des résultats très heureux, mais on a essayé de faire un truc bien. Donc voilà. Euh, une application mobile, voilà sa structure de coût basique, hein, en gros. Donc on fait simple. Vous avez ici à gauche l'application mobile en elle-même, hein, donc celle que vous allez avoir sur votre téléphone, et à droite le back-office, donc finalement le serveur central qui va vous permettre de paramétrer, envoyer les notifications, changer le contenu, etc. Entre les deux, ce petit nuage gris qui est très moche, c'est Internet, hein. Donc les deux sont séparés par Internet entre les deux. Alors une application mobile, bah, en gros, en termes de structure de coût, c'est coupé en deux grandes parties, hein, pas beaucoup moins, pas beaucoup plus. Les écrans et la logique applicative. Donc ça, c'est ce que l'utilisateur va vraiment voir sur votre écran et le comportement de l'appli. Et le module de communication avec le back-office. De l'autre côté du back-office, bah, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que on va avoir ici un truc que j'ai appelé le back-office, mais qui sont finalement les écrans du back-office, la logique applicative, et de ce côté-là, pareil, les web services que le back-office va exposer pour que l'application puisse communiquer avec. C'est les quatre grandes briques, hein. Il y en a deux qui sont basées sur la communication et l'échange des données, c'est vraiment central, et deux autres qui sont là pour bah, le comportement, les écrans, là c'est plutôt le graphisme, le design, et là c'est plutôt les données, les statistiques et ces choses-là. Alors, ça paraît simple, mais attention, vous pourriez tomber dans un piège que je voudrais que vous évitiez. C'est le piège des applications hybrides, ou plus simplement appelées les web apps. C'est vraiment une fausse solution et je voudrais vous expliquer, pourquoi on dirait que c'est une bonne solution et pourquoi finalement c'est une mauvaise solution. Parce que c'est un danger que vous allez vouloir éviter. Alors, une web app, c'est quoi? Littéralement, et quand je dis littéralement, c'est pas le bon terme, mais en gros, c'est vraiment un site web qu'on a emballé dans une coquille d'application mobile. C'est vraiment, je prends mon site web, je le mets dans un paquet cadeau mobile, pouf, j'envoie ça sur les App Store, fin de l'histoire. C'est très intéressant parce que c'est vraiment séduisant. Vous allez voir pourquoi. C'est moins cher. Vous n'avez plus besoin de développeurs mobiles. Vous pouvez directement envoyer ça avec un développeur web qui sont un peu moins chers, voire beaucoup moins chers que les développeurs mobiles, déjà parce qu'ils sont plus nombreux et que la formation est quand même plus rapide. Donc du coup, bah, c'est beaucoup moins cher parce que le développeur en lui-même est moins cher. En plus, vous développez tout d'un seul coup parce que vous développez iOS, donc iPhone et Android sur une seule plateforme d'un seul coup parce que comme c'est du web qui est emballé, bah, c'est le même site web que vous allez emballer un coup dans un truc, dans une coque iPhone et un coup dans une coque Android. Donc c'est vraiment la même. Ça va plus vite parce que le développement web est beaucoup plus rapide que le développement mobile, même si ça tend à s'améliorer, vous verrez pourquoi. Et puis, bah, je l'ai déjà dit, mais ça va du coup structurellement plus vite parce que si vous développez qu'une seule application pour les deux plateformes, bah, vous allez avoir, ça va, le planning va être deux fois plus court, quoi. Enfin, quasiment. C'est vraiment, ça semble être une excellente idée. Le développeur moins cher, on développe qu'une seule fois, et en plus structurellement le développement est plus rapide. Mon Dieu, mais pourquoi ne faudrait-il pas y aller? Eh bien pourquoi? Parce que Apple et Google, ensemble pour une fois ils sont d'accord, ils sont formellement contre. Ces applications sont vraiment pas les bienvenues sur le store. Je vous ai mis là, alors hop, vous voyez ma souris, ouais, ça et ça, ce sont des extraits où j'ai surligné en jaune comment dire, les recommandations de développement de Google et d'Apple. C'est officiel, j'ai rien inventé, d'accord. Et vous verrez que dedans ils écrivent clairement, hein, noir sur blanc, moi j'ai souligné en jaune, que non, ils ne veulent. Alors Apple est hyper contre en mode j'en veux pas de chez moi. Google dit c'est vraiment 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 pas recommandé. Du coup, il est à peu près clair que ces entreprises-là n'en veulent pas sur leur store. Et donc si vous avez envie, donc il faut faire attention quand on utilise ces technos-là, donc les web apps, parce que Apple et Google sont formellement contre. Donc faut faire gaffe. Il y a quand même un tout petit cas particulier que je ne peux pas éluder parce que au studio connecté, on a fait des web apps et on continue à en faire, mais dans un cas particulier parce que on les recommande de cette manière-là. Si votre application est jetable, l'exemple typique c'est un jeu concours. Genre voilà, vous participez au jeu concours et le cadeau c'est une petite application avec un jeu brandé
à votre marque ou des choses comme ça. Typiquement, c'est jetable. Vous savez bien que le gars va jouer au jeu pendant 3 4 mois et fin de l'histoire. Donc, pour ça, une web app, c'est valable. Pour un événement, une petite application avec de la réalité virtuelle ou même ne serait-ce que un petit jeu pour attirer les gens sur votre stand, c'est un petit cadeau sympa, c'est jetable. Si c'est jetable, vous pouvez tout à fait, ou temporaire, hein, vous appelez ça comme vous voulez, les web apps sont absolument valables, les applications natives aussi, parce que du coup, si vous faites du web app, vous savez que c'est du jetable, hein, vraiment, c'est très clair. Là, évidemment, l'application, vous allez vouloir minimiser l'impact budgétaire, l'impact de temps, l'investissement, parce que bah, ça va pas rester longtemps. Donc, clairement, l'application native, c'est quand même plus lourd, plus long, moins envie. Évidemment, par contre, si cette application a une longue durée de vie, là, il faut vraiment proscrire les web apps. Vous allez, euh, vous allez le regretter parce que sur le long terme, il y a toutes les chances que vous fassiez kicker du store et vous n'avez pas envie de ça. Parce que je vous assure que si votre application mobile est d'un seul coup plus disponible sur les stores et Apple et Google font ça très régulièrement. Alors c'est rigolo parce que Apple et Google font ça de manière différente l'un et l'autre. C'est-à-dire que Apple fait ça manuellement, donc ils ont une armée de reviewers humains qui virent les applis un par un, qui les testent, etc. Google, lui, fait ça par des robots, hein, chacun leur philosophie. Et eux, ils ont des robots qui vont scanner les applications et qui vont, par des algos, squeezer toutes les applis qui ne correspondent pas aux nouvelles règles de validation automatique qu'ils ont mis en place, typiquement les applications per email, les applications web app et des choses comme ça. C'est vraiment intéressant que les deux aient une philosophie différente de comment faire les choses, et dans les deux cas, les deux surveillent de très près la qualité de leur store et des applications qui sont dedans parce que les stores sont saturés, il y a beaucoup d'applis et donc il faut aider les utilisateurs à s'y retrouver. Donc s'il y a des centaines de doublons qui sont tous de très mauvaise qualité, il faut mieux les enlever et laisser que les bons. Et les bons, c'est aussi ceux qui respectent les règles de développement. Non pas que ce soit forcément la meilleure application, mais c'est pas à eux de juger quelle est la bonne application, quelle est l'application est la meilleure d'un point de vue utilisateur, mais surtout si elle respecte les règles du jeu, bah, elle a le droit de rester sur les stores et les autres non. C'est comme ça qu'ils font leur tri en restant impartial sur les applications qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Je récapitule donc, les web apps, attention danger, c'est pas un no-go, c'est pas un n'y allez jamais, c'est un attention. Faut faire ça avec parcimonie. Donc maintenant vous savez les choses auxquelles il faut faire attention. Et si vous avez un doute, passez-nous un petit coup de fil, on vous aidera à faire votre choix. Maintenant, les deux secrets qui explosent tout. Alors j'ai mis ce titre un peu aguicheur, mais vraiment moi quand j'ai vu ça, j'étais fou. Je me suis dit mais c'est pas vrai. C'est vraiment un secret de dingue. Et en plus, c'est un secret qui est accessible. Je veux dire, c'est pas, il faut pas être une multinationale ou autre chose pour pouvoir utiliser ces choses-là. Les deux logos magiques sont ces deux-là, Unity et Firebase. On va les regarder en détail et vous les connaissez peut-être pas et c'est normal, mais ce sont vraiment deux technos qui ont moi révolutionné la manière dont maintenant le studio connecté développe ses applications. Alors, où est-ce que ces deux logos changent les choses? Unity va changer la donne sur la manière dont on développe une application mobile. L'application mobile en tant que telle, hein, donc ce qu'il y a sur le téléphone. Et Firebase, lui, va changer la donne sur la manière dont on va développer le back-office. Et on va rentrer en détail là-dedans, vous inquiétez pas, mais ça vous permet de comprendre là où l'un et l'autre de ces technos intervient. Alors on attaque. Qu'est-ce que c'est que Unity? Pourquoi je connais pas ça? Qui l'utilise? Qu'est-ce que c'est? Unity, c'est la plateforme leader mondiale de création de jeux vidéo. C'est celui qui a fait Monument Valley 1 et 2. Enfin, c'est la techno avec laquelle a été développé Monument Valley, Cuphead, Ghost of the Tale, et évidemment Hearthstone, qui a un succès mondial de Blizzard, que peut-être vous ne connaissez pas. C'est un des outils majeurs de la création de jeux vidéo mobiles indépendants et mainstream, hein, et, et de gros studios, hein, parce que Activision Blizzard, c'est pas du tout un petit studio, hein, c'est une grosse entreprise. Donc voilà ce qu'est Unity, et si vous faites pas de jeux vidéo, c'est normal que vous en ayez jamais entendu parler. Maintenant, qui utilise Unity? Bah c'est simple, dans leurs partenaires stratégiques, ils ont Facebook, Google, Intel, Microsoft. Le Mi ici, si vous ne le connaissez pas, c'est Xiaomi, c'est un constructeur de téléphone coréen, je crois. Et Nintendo, Sony, bien sûr, dans la partie jeux vidéo. Bref, ce sont
Unity est un monstre, est une plateforme extrêmement puissante utilisée par et par des grands noms et par des studios indépendants, principalement dans le domaine du jeu vidéo. Et vous allez voir que c'est là, en le faisant sortir de sa zone de confort, que ça devient très intéressant. Firebase maintenant, alors c'est très simple, Firebase c'est un service proposé par Google, hébergé sur la Google Cloud Platform, désolé pour l'anglicisme, euh, qui permet tout simplement de prendre en charge l'ensemble de la couche de communication pour les applications mobiles. Alors je ne vous fais pas le détail, mais en gros ça fait surveillance en temps réel des performances, la surveillance des crashs, la synchronisation des données online et offline, les notifications, du machine learning si on a besoin, la gestion de l'authentification. Bref, je vous les passe, mais globalement c'est vraiment la couche de communication centrale pour votre application et votre back-office. Qui utilise ces choses-là? Là, pareil, le New York Times, Shazam, Duolingo, The Economist, Trivago. Ça, c'est Alibaba, hein, la plateforme chinoise de e-commerce. Lyft. Bref, des grands noms et ils sont pas tous là, mais ce sont voilà les applis les plus NPR1, qui est une appli de très très bonne qualité, qui est la chaîne publique américaine. Bref, c'est hyper intéressant. Donc ces deux technos-là sont à l'image des technos utilisés par Studio Connecté, fiables, reconnus, preuve sociale, ils ont survécu à l'épreuve du temps, elles sont là depuis longtemps, utilisées par des grosses boîtes, par beaucoup d'entreprises, elles supportent des gros volumes d'utilisation, euh, et il y a beaucoup de développeurs qui savent utiliser ces choses-là. Euh, donc pour nous, elles passent complètement le test de sélection des technologies à exploiter en production. Allez, vous avez promis de faire des économies. On parle d'argent et on parle d'argent maintenant. Alors, on va prendre un devis type d'une application mobile. Alors, peu importe ce qu'elle fait, hein, c'est pas le sujet. J'ai juste mis des chiffres un petit peu, euh, pas au hasard, mais disons des ordres de grandeur plus que des chiffres à proprement parler, d'accord? Alors, on y va. Développement natif, d'accord? Donc en respectant à 100% toutes les règles de développement et des recommandations faites par Apple et Google. On part dans le cas d'une application qui est présente sur les deux plateformes en même temps et qui possède un back-office. C'est vraiment le cas typique, enfin, je veux dire, toutes les applications sont comme ça. Bon, des fois, il y en a qui n'ont pas d'Android ou qui n'ont pas d'iOS, mais globalement, elles ont toutes un back-office, elles ont toutes besoin d'une plateforme centrale pour les synchroniser. Donc, passons, prenons le cas le plus général possible. On ajustera ensemble par téléphone si besoin à vos cas d'utilisation à vous. Alors, on y va. L'application iOS, donc iOS c'est pour iPhone, iPad et iPod Touch. Pas qui utilise ça encore, mais peu importe. Donc en gros, voilà, les écrans, la logique applicative, tout ça, ça va vous coûter 5000 euros à la louche. La communication avec le back-office, pareil, parce que du coup, il y a beaucoup de choses, c'est les notifications, c'est la synchronisation, c'est l'authentification. Toutes ces choses-là, c'est du travail. Et donc, ça va vous coûter environ 5000 euros les deux. C'est des ordres de grandeur. L'application Android, elle va vous coûter que 8000 euros pour tout, c'est-à-dire écran plus communication back-office, parce que bah, vous allez réutiliser tous les assets graphiques, les logos, les images, les typos, les textes, tout ça, vous les avez déjà dans l'application iPhone. Vous n'avez pas besoin de les refaire et de les réintégrer et de les ajuster. Donc tout ça, vous allez les réutiliser, donc vous allez gagner du temps. Donc c'est pour ça que l'application iPhone coûte environ 10 000 euros, alors que l'application Android coûte, elle, plutôt 8 000. Maintenant, le back-office, lui, les web services, donc pour gérer toute l'authentification, la sécurité, les notifications, la synchronisation des données online et offline, la gestion des conflits, etc. Tout ça, ça va vous coûter à peu près 5000 euros. Plus il y a de données, plus ça coûte cher, mais globalement, c'est ce que ça va vous coûter. Si vous avez une application qui a une logique de communication au niveau des applis qui coûte 5000 euros, ça va vous coûter à peu près pareil en termes de back-office. Et les écrans du back-office, bah eux, bon, ça dépend de leur complexité, etc. Mais globalement, ça va vous coûter à peu près 4000 euros pour une application qui a ce volume de travail pour les communications et les écrans. Bref, ça nous fait un total à 27 000. Je ne vais pas préciser, mais pour moi, ça c'est de leur taxe. Donc ça, c'est le prix du développement d'une application native. Alors on va quand même faire un tour du côté de la mauvaise solution et on va voir le prix d'une application en web app pour que vous compreniez pourquoi ça va vous donner envie quand quand d'autres développeurs ou même quand vont vous le proposer. Alors, premièrement, les écrans et la logique applicative de l'appli va vous coûter 4000 euros. Ça coûte déjà 1000 balles de moins, c'est quand même sympa, on respire. Pareil, la communication avec le back-office, ça va vous coûter moins cher. Tout ça pourquoi? Parce que les développeurs vont coûter moins cher et que le développement est un tout petit peu plus rapide. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ça va vous coûter moins cher ici. L'application Android, elle est quasiment gratuite.
9 fois sur 10 elle vous est offerte quand on fait de la web app parce que bah, c'est 2-3 lignes de commande annoncées. Je fais ça, je simplifie, mais il y a des tests, etc. à prendre en compte. Mais dans le développement pur, en gros, ça va vous coûter quasiment zéro parce que bah, vous développez qu'une fois et après vous les emballez dans une application iPhone et dans une application Android. Donc l'application Android coûte zéro. Alors ça pourrait être le contraire, c'est l'application Android qui coûte 9000 et l'application iOS coûte zéro. Vous avez bien compris, hein, c'est pas peu importe l'ordre dans lequel c'est fait. Et le back-office, lui, les web services, eux, coûtent toujours aussi cher parce que ça n'a aucun impact le fait que l'application soit développée en web app. Et les écrans coûtent le même prix. D'accord. Donc on arrive quand même à 15 000 euros. Par rapport à un devis à 27 000, on est d'accord, on a tous envie de signer. Ça soulage vraiment le budget. En plus, normalement, on va vous expliquer que c'est un peu moins cher. Et puis, bah, si vous avez déjà fait des sites web et que c'est votre première application mobile, ça va vous rassurer parce qu'on va vous parler de HTML, on va vous parler de CSS, on va vous parler de JavaScript, on va vous parler de choses comme ça, qui sont des technos que vous avez déjà entendues. Donc, ça peut créer de la réassurance pour vous. C'est des choses que vous avez déjà découvertes. Donc, je comprends parfaitement qu'on ait envie de faire ça. Mais attendez, on peut faire mieux. Et même beaucoup mieux. Elle est où ma slide? Voilà. Maintenant, le prix d'une application avec Unity et Firebase. Alors les écrans, ils reviennent à 5000. Ça c'est pas cool parce que du coup bah ouais, c'est un développement natif, donc c'est des technos c'est des technos d'application native, c'est plus des technos web, donc vous êtes obligé de prendre un développeur Unity, donc c'est un développeur mobile, donc il coûte le prix d'un développeur mobile, donc ça repasse à 5000. Par contre, la couche de communication avec le back-office passe à zéro. Pourquoi? Parce qu'elle est entièrement prise en charge par Firebase et Unity qui sont extrêmement bien intégrés l'un avec l'autre. Du coup, c'est zéro. L'application Android, elle coûte zéro puisque quand on développe une application Unity, pareil, on peut l'exporter elle a les mêmes avantages que les web apps, sauf que c'est pas codé en web apps, ça vous génère des vraies applications natives et ça vous rend, comment dire, ça vous fait une armure de protection contre le fait que les Apple ou Google ont envie de vous kicker de leur store parce que c'est pas des web apps, c'est des vraies applications natives, même si vous avez utilisé un outil tierce pour les générer. Donc ça c'est extrêmement intéressant. C'est pas une web app, c'est pas un site web emballé dans une application native, non, c'est une vraie application native. Donc c'est pour ça que l'Android coûte zéro. Le back-office, quant à lui, les web services, pareil, coûte zéro. Firebase prend ça en charge de manière automatique. Les écrans du BO, eux, n'ont pas changé. Vous remarquerez qu'en gros, le coût du développement du back-office est toujours le même. On arrive quand même à un total à 9000. Et oui, je vous avais pas menti, on est 3 fois moins cher. Hop, 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 hop. J'interromps juste 2 minutes cette présentation pour vous dire que si vous en êtes arrivé à ce stade-là, bravo, vous avez le droit de bénéficier à un bonus en plus de cette masterclass qui est un appel stratégique de 60 minutes avec moi ou mes équipes pour discuter et recevoir tous les conseils dont vous avez besoin pour votre projet de développement d'application mobile. En dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous avez un formulaire de prise de rendez-vous qui s'affiche juste là, maintenant. Prenez le temps de finir de regarder la vidéo tranquillement, le formulaire restera actif tout au long de la fin de cette masterclass. N'hésitez pas à le remplir dès que vous en avez envie. Par contre, évidemment, à la fin de vos 24 heures, le formulaire disparaîtra. Bonne suite de masterclass. Et ces deux vies-là, c'est des ordres de grandeur, hein, d'accord, mais c'est vraiment comme ça que nous, quand on développe une appli, qu'on estime les choses, c'est vraiment comme ça qu'on fait le développement de notre application mobile. Et oui, c'est vraiment 3 fois moins cher. Et les chiffres que j'ai mis là, même si c'est des ordres de grandeur, les rapports entre eux, donc l'échelle est la bonne, d'accord. Donc si votre application coûte moins cher, bah, ça va coûter vraiment 3 fois moins cher par rapport à du natif. Et vous avez la qualité du natif. C'est-à-dire que je peux évidemment pas comparer cette application-là là, en web app avec l'application native en termes de niveau de qualité, de fiabilité, de satisfaction et même ne serait-ce que de respect des règles pour Google et Apple. On est à des niveaux qui sont incomparables. Alors que la qualité de cette application native qui est 100% selon les règles de développement et les recommandations de développement d'Apple et cette application-là avec Unity plus Firebase sont strictement identiques. C'est-à-dire que là en plus vous êtes en danger alors que là et là vous n'y êtes pas du tout. Et ça, c'est quand même très rassurant. Donc, petite gloriole personnelle, je vous l'avais promis, c'est bien 3 fois moins cher. On est bien là? Moi, je suis content. Mais je m'arrête pas là. Allez, on continue. Attention, il y a quand même 3 pièges à éviter à tout prix. Même quand vous faites
des applications que j'appellerais nouvelle génération, c'est-à-dire Unity plus Firebase. Premièrement, la sécurité. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Si, non pas que structurellement ces technos-là soient des failles de sécurité béantes, évidemment non, mais euh, il se trouve que du coup, l'utilisation notamment de Firebase impose une nouvelle manière de sécuriser ces données. C'est-à-dire qu'en gros, il faut utiliser les outils de sécurisation que Firebase propose et qui sont incommensurablement plus puissants et plus sécurites que n'importe quel petit script qu'un développeur, même des gars de chez nous, aurait pu coder pour sécuriser vos données. C'est à des niveaux de qualité qui n'ont rien à voir. Euh, et donc, il faut apprendre à se servir de ces choses-là. Et la tendance d'un jeune développeur qui n'aurait jamais manipulé ces données, Firebase par exemple, et qui ferait ça pour la première fois, c'est de dire allez hop, j'ouvre toutes les vannes, je sécurise rien du tout, et puis je demanderai, et mon application fera les deux trois couches de sécurité qui vont bien. Ça, c'est extrêmement dangereux. Vous n'allez pas forcément être capable de le détecter, mais la seule manière de en être sûr, c'est d'être certain que la personne a bien ça en tête et de lui en parler. Parce que du coup, ça va faire peur au développeur et il va faire gaffe, ou d'être certain que cette personne est déjà expérimentée dans l'utilisation de cette technologie-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que la personne utilise Unity sous licence. C'est-à-dire que oui, Unity est un outil gratuit, parce que c'est aussi fait pour les studios de développement indépendants de jeux vidéo, donc ils ont une offre gratuite. Attention, si votre développeur utilise une version gratuite de Unity, très bien, tout va bien, il va vous développer une app magnifique. Et d'ailleurs, toutes les fonctionnalités de Unity en gratuite, en payant, sont disponibles gratuitement. C'est aussi la force de cette plateforme. Mais attention, vous allez voir un énorme, on appelle ça un splash screen. Alors, je ne sais pas exactement, on va dire un écran d'accueil au lancement de votre application avec marqué Made with Unity au lancement de l'application. Et ça, pour toute application professionnelle, c'est absolument inacceptable. Il ne peut pas juste basculer en payant après pour exporter l'app. Non, il faut qu'il le fasse dès le début. Deux choses qui sont intéressantes là-dedans, c'est si cette équipe de développement là utilise un Unity sous licence, euh, eh bien ça prouve que ça fait longtemps qu'ils utilisent Unity et donc ils connaissent bien l'outil et c'est important pour faire des applications de qualité. Et donc ça fait partie des indicateurs qu'il faut que vous surveillez. La dernière chose, c'est attention, c'est du NoSQL, ça vous parle pas, je comprends, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de base de données SQL, c'est la manière dont les choses sont stockées en base de données. Euh, eh bien, je vous la fais courte, mais les SQL ça stocke les données en tableau et le NoSQL ça stocke les données en arbre. D'accord, avec un papa, une maman, etc. Et puis des fils qui vont les uns en dessous des autres. Bon, je vous fais pas de détails, mais globalement, c'est incommensurablement plus puissant en termes de performance, en termes de flexibilité et donc de rapidité de développement. C'est très important, c'est vraiment une techno qui est très fiable, le NoSQL. C'est très très très. Enfin, c'est vraiment puissant quoi. Mais les développeurs sont peu formés. Donc il faut quand même que si vous n'avez pas envie que votre développeur se forme sur le dos de votre client ou de votre projet ou de votre budget, ça vaut peut-être le coup d'être sûr qu'il est capable, qu'il sait effectivement manipuler ces choses-là. Malheureusement, j'ai pas d'astuce magique pour vous euh, pour vous aider à savoir quelles sont les questions qu'il faut poser à ce développeur-là pour être sûr qu'il sache manipuler du NoSQL. Mais si dans la conversation vous pouvez le soulever et que vous voyez qu'il fait les yeux ronds en mode, ou qu'il bafouille un peu, ça peut être un bon red flag à avoir en tête. En disant, attention, en fait, il connaît pas ça. En fait, il vient se former. C'est pas grave, mais bon, il faut avoir ça en tête, quoi. Bref, il vous faut un développeur expérimenté sur ces technos, en fait. C'est ça que je suis en train de dire pour synthétiser. C'est important de l'avoir en tête. C'est important de rester sur ces choses-là parce que les applications mobiles euh, sont aujourd'hui utilisées par des gens qui sont de moins en moins tolérants à l'amateurisme, aussi bien en termes de fonctionnalité que de performance et de qualité. Euh, la qualité technique, ça se ressent dans le fait que ça marche vite, que c'est fluide, qu'il n'y a pas de, il y a pas de ralentissement, voilà, toutes ces choses-là. Après, le design, etc., c'est un peu les goûts et les couleurs, et puis ça dépend des contraintes de vos clients. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un développeur expérimenté va garantir quand même que le feeling de votre app sera quand même bien meilleur que si vous prenez un débutant qui va avoir une app un petit peu balbutiante et dont on va sentir la fragilité technique. Euh, Chez Studio Connecté, ses clients ont déjà profité
d'applications mobiles développées par ces technos-là. Ils nous ont fait confiance quand c'était nos premiers développements et depuis on en a fait plein pour chacun d'entre eux et ils sont ravis parce que c'est moins cher, plus rapide, plus performant. Bref, vous avez compris, on a l'habitude de faire ça. Si vous avez un projet d'application mobile, il faut nous appeler. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de passer à côté d'une belle opportunité. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je suis très content d'avoir échangé avec vous. Je vois que le chat est en folie totale. Mais oui, c'est le moment des questions. J'arrive le chat. Je dis au revoir à la vidéo et j'arrive. Merci à vous. Et on continue avec vos questions dans le chat. À bientôt.